Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes dans Dev Café, votre émission qui vous résume toute l'actualité du développement mobile, et c'est tous les jours à partir de 7h sur cette même chaîne YouTube. Juste avant de commencer, deux petits rappels. En ce moment, il y a un concours pour vous faire gagner différents lots et toutes les infos sont en description. Et le second rappel, c'est surtout n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Voilà, les deux rappels étant faits, je vous propose maintenant qu'on enchaîne avec les actus du jour. On commence ces actualités avec des nouvelles versions dans l'écosystème Apple, donc il va y avoir iOS 16.1 bêta 5 et iPadOS 16.1 bêta 6, sachant que la bêta 4 pour iOS était sortie en début de semaine, donc là vous voyez vraiment ça s'accélère, donc a priori on est vraiment très proche de la disponibilité en version finale. Au niveau des nouveautés pour le moment on n'en sait rien, en revanche sur la bêta 4, donc ce qui était sorti en début de semaine, il y a un tout petit changement au niveau de la pop-up qui s'affiche lorsque vous voulez prendre un abonnement. Comme vous voyez, la pop-up auparavant, elle avait cette interface-là, et désormais c'est sous la forme d'une carte. Donc voilà, un tout petit changement qui ne va pas révolutionner, mais en tout cas, il y a un petit changement. Et ensuite, faites attention si vous êtes sur macOS et que vous utilisez les API de concurrency de Swift. Surtout, n'utilisez pas Xcode 14, donc c'est-à-dire la dernière version de Xcode, car cela ne fonctionne pas. Donc il faut bien être sur les anciennes versions. Donc voilà, gros conseil, macOS, Swift Concurrency, évitez Xcode 14. On reste toujours dans l'écosystème Apple qui vient d'annoncer le Ask Apple, qui va donc avoir lieu du 17 au 21 octobre, et ça va vous permettre de dialoguer directement avec des ingénieurs du groupe. Alors pour cela, ça va se matérialiser sous deux formes. La première, vous allez avoir un Slack où vous allez pouvoir poser des questions, donc c'est ce qu'ils appellent eux les Q&A, et vous allez pouvoir évoquer les différents sujets ici. Et le second, c'est que vous allez pouvoir demander un échange en tête-à-tête avec un ingénieur de chez Apple. Et là-dessus, ça va par exemple être au cas où vous ayez des problèmes au niveau du code, du design, bref, etc. etc. Toutes les infos sont bien évidemment en description. Et pour clore ce chapitre autour d'Apple, Firebase vient d'annoncer la version 10.0.0 de ses SDK. Alors il y a plein de petites nouveautés dans tous les sens. Celle qui m'a légèrement intéressé, je pense qu'il vous intéresse aussi, c'est au niveau du cloud storage où désormais tout est désormais implémenté à 100% en Swift. Pour le reste, c'est des petites nouveautés à droite à gauche, donc je ne vais pas y revenir dessus. Et ensuite, juste avant de passer aux actualités en bref, vous connaissez très probablement Qt qui permet de faire des interfaces graphiques et ce de manière multiplateforme. Ils ont annoncé hier que désormais les étudiants et les professeurs pouvaient avoir accès à leurs différents outils et ce de manière gratuite pendant un an, donc c'est-à-dire pendant une scolarité. Pour ça, il suffit d'aller sur le lien qui sera ici aussi en description. On passe maintenant aux actualités en bref, en moins de 2 minutes. Alors que la 5G est en cours de déploiement, les acteurs de l'industrie pensent déjà à l'étape suivante. À travers le Hexa X2, Nokia vient d'annoncer prendre la tête du projet qui correspond plus exactement à la deuxième phase du test autour de la 6G en Europe. Lancé dès le 1er janvier 2023 avec 44 autres acteurs de l'industrie, l'idée est de travailler sur la standardisation de cette future technologie. Alors que Nokia est dans le concret, la société Colorstar Technology fait dans le métaverse et va plus précisément présenter le premier téléphone dédié à cet écosystème lors d'un salon à Dubaï sous le doux nom de Donophone. Les détails sont assez minces, mais on sait déjà que la société aura son propre univers nommé Color World Metaverse. Déjà que Facebook, ou plutôt Meta, dépense à tort et à travers pour imposer la technologie, pas sûr qu'un inconnu du secteur ait de grandes chances. Et d'ailleurs, en parlant de Meta, l'entreprise a organisé hier soir sa conférence annuelle nommée Meta Connect. Pour l'occasion, un tout nouveau casque de réalité mixte, c'est-à-dire à la fois augmenté et virtuel, a été présenté, le Meta Quest Pro. En France, il coûtera tout de même la bagatelle de 1800 €. Et pour ce tarif-là, le système d'exploitation restera Android et des avancées sont attendues avec les PWA et le WebXR. En revanche, si l'on remet bien les pieds sur terre, un bidouilleur s'est amusé à créer un téléphone avec un vieux Raspberry Pi A+. Il ressemble à s'y méprendre à un vrai téléphone puisqu'il est doté d'un micro, d'une antenne réseau, d'une caméra, d'un adaptateur Wi-Fi et a même un système d'exploitation optimisé. Seul hic, comme vous pouvez le voir sur les photos, la portabilité n'est pas ici l'élément principal. Et enfin, savez-vous quelle est la question la plus populaire sur Stack Overflow ? Vous l'avez juste devant vos yeux et elle culmine à plus de 26 000 votes positifs et parle de Java et C++. Publiées il y a 10 ans, les questions sont donc intemporelles.
On reprend en s'intéressant à l'univers Android et vous ne le savez peut-être pas, mais lorsque vous désinstallez une application, vous pouvez dire dans votre code que vous permettez à l'utilisateur de conserver ses données, mais que bien évidemment la partie code est supprimée. Et donc ça c'est une fonctionnalité d'archivage. Si vous voulez, je vous donnerai les infos un tout petit peu plus tard. Et en parallèle, dans l'univers Apple, il existe une fonctionnalité qui s'appelle l'archivage automatique. Et si vous n'utilisez pas certaines applications, elles vont être donc automatiquement archivées, c'est-à-dire on enlève le code, mais on conserve les données des utilisateurs. Et cette fonctionnalité d'archivage automatique, elle avait été annoncée en début d'année pour Android par Google, et ils avaient dit qu'on en saurait plus en fin d'année, et finalement c'est bel et bien le cas. Donc si on regarde ici, certains utilisateurs commencent déjà à le voir. Alors on va regarder côté Google Play comment ça se passe. Donc désormais, lorsque vous allez aller sur une application, si vous faites un appui long, on a accès à une fonctionnalité qui s'appelle donc archivage. Il va donc supprimer le code, mais bien évidemment conserver les données. Et là-dessus, lorsque vous allez vouloir relancer l'application, et bien tout simplement ça va vous dire qu'il faut la télécharger. Alors ça c'est disponible pour les utilisateurs déjà aujourd'hui. À mon avis, on devrait en entendre parler un tout petit peu plus tard parce qu'à mon avis, ils vont communiquer là-dessus. Mais voilà, la fonctionnalité d'archivage automatique présentée par Google en début d'année arrive enfin. Et toujours dans l'écosystème Android, en fin de semaine, il y a les Pixel 7 qui vont sortir, mais aussi la Pixel Watch. Et ça s'accompagne donc de Wear OS, qui est le système d'exploitation pour les montres connectées. Et ce que l'on apprend au détour d'une interview, c'est qu'il va désormais y avoir une version majeure de Wear OS chaque année, donc c'est-à-dire exactement la même chose que sur WatchOS côté Apple. Mais par contre ici, un petit changement par rapport à Wear OS 2. Auparavant, c'était Google qui poussait les mises à jour. Désormais, ce sera les constructeurs qui le feront, c'est-à-dire exactement comme sur les téléphones. Et justement, c'est pas forcément une bonne nouvelle parce qu'on sait que côté téléphone, parfois ça peut prendre beaucoup de temps pour déployer ces nouvelles mises à jour. Donc voilà, deux petites infos autour de Wear OS. Et pour conclure ce Dev Café, on va s'intéresser à une série de tweets qui a été publiée par Warren Craddock qui bossait auparavant chez Google, mais désormais il est chez Waymo, donc c'est-à-dire les voitures autonomes de chez Google, donc il est quand même pas allé très très loin. Et en l'occurrence, il a notamment bossé pour les Google Glass, donc vous voyez c'est ceci, mais j'imagine que vous connaissez. Et un autre projet que vous connaissez peut-être un tout petit peu moins, c'est les Google Clips. Donc c'est ce que vous voyez ici, c'est une petite caméra, vous la laissez et elle prenait automatiquement des photos lorsqu'elle pensait que c'était intéressant. Donc c'est-à-dire par exemple vous êtes en famille et ben à ce moment-là ça prend une petite photo, une petite vidéo et honnêtement ça marchait relativement bien. Et Warren Craddock revient sur ces deux projets et le moins que l'on puisse dire c'est qu'il n'est pas tendre puisque tout simplement il indique que dans les Google Glass finalement Google a jamais vraiment trouvé d'intérêt et en plus qu'on avait l'air assez bête. Au niveau de l'intérêt, même quand Google a annoncé le produit, ils n'avaient pas trouvé de cas d'usage vraiment très intéressant mis à part des OK Google ou des choses comme ça. Et c'est pour ça qu'ils avaient lancé le programme Glass Explorer pour tout simplement permettre aux développeurs d'essayer de trouver des idées, mais en l'occurrence il n'y en a jamais vraiment eu. Et le second, c'est qu'on avait l'air vraiment bête. C'est pour ça qu'à l'époque, certains les appelaient les glass holes. Je ne vais pas vous traduire parce que je pense que vous comprenez. Et là-dessus, ils indiquent qu'en interne, chez Google, personne ne portait ses lunettes puisqu'elles restaient tout le temps branchées en USB. Et pour désormais la partie Google Clip, il indique que dès le début, le projet était complètement voué à l'échec. Et pour ça, il explique que lorsqu'on prend des photos, c'est tout simplement à hauteur d'homme. On ne prend jamais des photos depuis une table. Sauf qu'en l'occurrence, l'objet que vous voyez juste ici, forcément, il faut le poser quelque part. Et ça a donc posé des problèmes. Et c'est pour ça qu'il y avait une IA derrière qui essayait de reconstruire l'image pour essayer de donner une certaine perspective et ne pas donner l'impression d'avoir été pris depuis une table. Et donc pour lui, c'était la raison majeure de l'échec de ce produit. Alors moi, je suis pas tout à fait d'accord parce que quand même, les photos et les vidéos qui étaient générées étaient relativement intéressantes. D'ailleurs, je passe au passé, mais ça marche toujours d'ailleurs. Mais à mon avis, c'était plutôt que Google ne savait pas vendre son produit, et ce qui est quand même très souvent le cas. Pour ce qui est du sondage d'hier, je vous interrogeais sur Kotlin Multiplatform Mobile ou KMM, qui est désormais disponible en version bêta, et au final, ça vous intéresse assez peu, car seulement 5% ont des applications en production, 13% l'ont déjà essayé, 22% l'envisagent, et tout le reste, c'est-à-dire plus de 55%, cette techno ne vous intéresse pas du tout. Et pour ce qui est désormais du sondage du jour, je vous demande ce que vous pensez du métaverse. Pour cela, direction la partie communauté pour y répondre. Si vous ne trouvez pas le lien, comme d'habitude, il est en commentaire épinglé. Et voilà, il est désormais temps de refermer ce Dev Café. En tout cas, j'espère que le contenu vous aura plu et auquel cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Pour ma part, je vous donne bien évidemment rendez-vous dès demain à partir de 7 h sur cette même chaîne YouTube. Et je vous souhaite donc une bonne journée.